échange. Bienvenue à l'ensemble des personnes connectées et à celles qui vont se connecter ou bien qui vont voir ce replay pour ce webinaire de 30 minutes autour du thème « Comment mener une conversation difficile ». Alors, quelques mots pour nous présenter. Vivendo, nous sommes un cabinet de conseil spécialiste dans la mise en place des organisations performantes, résilientes et durables. Et nous sommes convaincus qu'il y a 3 leviers fondamentaux pour que ça marche, ces organisations. D'abord, un projet d'entreprise qui fixe une vision, une raison d'être, une ambition, une stratégie. Le deuxième levier, c'est une structure qui soit à la fois agile et stable, qui clarifie qui est garant de quoi et auprès de qui dans le processus général de l'entreprise, des règles claires. Puis la troisième chose, c'est une culture qui favorise la confiance, la circulation de l'information, la sécurité dans les relations. Je m'appelle Norbert Mallet, je suis consultant depuis maintenant 22 ans. Et la raison pour laquelle j'arrive sur les conversations difficiles grâce à Eric, c'est que depuis 20 ans que je fais ce métier, j'ai mené des milliers d'entretiens individuels avec des patrons d'entreprise, des membres de CODIR de toute taille, des managers. Lors de ces entretiens individuels, à chaque fois, on fait le tour des problèmes, des difficultés qu'ils rencontrent avec telle ou telle personne ou sur tel ou tel sujet dans l'entreprise. Et à chaque fois, je pose la question, mais est-ce que vous en avez parlé à la personne intéressée, à votre patron, à votre N+1, au CODIR, etc. Et la plupart du temps, la réponse qui est faite, c'est ah ben non, j'ai pas osé, ils sont pas capables d'entendre, c'est pas si simple, il n'y a pas moyen de me faire entendre, etc. Et c'est pour ça que les conversations difficiles qu'on ne sait pas mener mettent en danger vraiment l'entreprise parce que l'absence de ces conversations sur les sujets qui sont compliqués empêche l'entreprise d'avoir une clarté de l'information et des sujets pour pouvoir avancer. Je vous présente Éric Daubricourt, que je connais depuis 7 ans, que j'ai la joie de connaître depuis 7 ans maintenant, et qui va se présenter en quelques mots et dire pourquoi il est sur ce webinaire Savoir mener une conversation difficile. Merci Norbert et merci à toi d'organiser ce séminaire. Merci à Eva aussi. Bonjour à tout le monde, ravi d'être avec vous. Je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Éric Daubricourt. Moi, j'ai un passé d'entrepreneur dans le monde du vin, donc rien à voir avec les conversations difficiles a priori. Et je suis médiateur depuis maintenant 6 ans, agréé à la Cour d'appel de Versailles et de Lyon. Et en fait, j'en suis arrivé aux conversations difficiles parce que, à travers les dizaines, voire les centaines de médiations que j'ai fait, que ce soit des médiations d'associés, des médiations de COMEX, de CODIR, d'équipes, dès qu'il y a un projet qui est porté par une équipe, je me suis aperçu que quand on remontait la genèse du conflit, quand on essayait de comprendre la source du conflit, quasiment tout le temps, ou en tout cas très très souvent, il y avait une conversation difficile qui avait été évité le plus souvent, ou alors qui s'était passé, mais qui s'était mal passé. Et de là, j'ai tiré l'intuition, qu'ensuite j'ai confirmé avec ma pratique, qu'il y avait un corollaire immédiat entre la capacité à avoir des conversations difficiles et la prévention du conflit. Et j'irai même plus loin, je pense qu'on en parlera dans la dernière partie. Non seulement la capacité à avoir des conversations difficiles permet de prévenir le conflit, mais moi je pense que ça va plus loin. Elle participe d'une meilleure connaissance de l'autre et donc d'une meilleure coopération. Voilà. Donc, c'est deux raisons pour lesquelles je pense que les conversations difficiles sont un sujet stratégique. Une raison négative, ça prévient les conflits, enfin négative, ça empêche les conflits. Et une raison positive, ça permet de mieux coopérer. Et c'est tout l'enjeu de ce webinaire qui est crucial pour la vie des entreprises, à la fois pour la sécurité psychosociale dans l'entreprise, mais également sur leur performance. Alors, quelques éléments de réflexion pour réfléchir à ce que c'est qu'une conversation difficile, et ensuite quelques éléments pour pouvoir mieux les gérer, mieux les traiter. Mais d'abord, j'avais envie de vous poser comme question, est-ce que vous avez une conversation difficile sur le feu? Donc, je vous invite à le mettre dans le chat, oui ou non. Voilà. Est-ce que vous avez une conversation difficile? Et si vous avez envie eh bien, de partager tel ou tel sujet, alors évidemment d'une manière anonyme pour pas qu'on vous, comment dire, on vous retrace, d'accord? Mais pour savoir un peu quels sont les sujets que vous avez à l'heure actuelle compliqués. Et puis pendant que vous êtes en train de réfléchir et de noter ça, j'aurais envie de vous poser comme question, mais est-ce que c'est facile pour vous d'avoir une conversation difficile? Puis une deuxième question, c'est est-ce que c'est facile pour quelqu'un d'avoir une conversation difficile avec vous? C'est-à-dire quand on vient vers vous
pour parler d'un sujet qui est compliqué. Donc, je laisse planer cette question tout au long de ce webinaire. Est-ce que c'est si simple que ça? Voilà, alors n'hésitez pas dans le chat à mettre toutes les remarques, les questions que vous avez tout au long de ce webinaire et Eva les compulse et attirera notre attention au fur et à mesure des éléments. Alors, quelques éléments. Qu'est-ce que c'est que les conversations difficiles? Alors ça, c'est un élément qui est très important. C'est que nous constatons dans les entreprises, dans la vie des entreprises, mais aussi dans la vie personnelle, une escalade progressive dans le conflit. À la base, il y a un problème qui d'ailleurs n'est pas toujours clair, qui est pas toujours, qui est un peu sous-jacent, des choses dont on s'accommode, mais qui génère une incompréhension entre les personnes. Quand on se comprend sur le problème, on le règle ensemble. Mais le problème, parfois, génère une forme d'incompréhension, on n'a pas la même vision. Et là naît le désaccord. Nous ne sommes vraiment pas d'accord sur le sujet. Et ça peut être des désaccords qui peuvent être potentiellement impactants. Et si on ne les règle pas, ces désaccords, là, ça dégénère en conflit plus ou moins larvé, plus ou moins important, et parfois avec de la violence, y compris en entreprise, y compris entre associés, y compris sur le terrain, entre équipes ou avec un client. Alors là où se situent les conversations difficiles, c'est entre le désaccord et le conflit. Vous voyez, c'est-à-dire il y a un désaccord qui est là, qui est présent, qui est latent, qui est profond, qui est bloquant pour les équipes, qui est bloquant pour moi, qui est bloquant pour le codier. Et mener la conversation difficile avec la personne concernée, et je dis bien avec la personne concernée et pas la machine à café ou avec un tiers, mais aller mener cette conversation difficile permet au désaccord de ne pas dégénérer en conflit et donc de sortir par le haut de la difficulté. Alors, quelques éléments sur les caractéristiques d'une conversation difficile. Il y a trois éléments fondamentaux. Ça, c'est Eric est très clair là-dessus et vraiment, c'est très lumineux. Les caractéristiques fondamentales d'une conversation difficile, c'est un désaccord, un enjeu, c'est-à-dire que c'est vraiment important, c'est quelque chose qui est important soit pour moi, soit pour l'autre, soit pour l'entreprise. Il y a un enjeu vraiment très important et qui risque de faire exploser. Et puis des émotions, c'est-à-dire je vis mal, j'ai peur, je suis en colère, j'ai du ressentiment, je suis dégoûté, il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout, ou alors j'ai de l'ironie, de la causticité, voilà. Mais ces trois ingrédients de désaccord, d'enjeu et d'émotions fortes sont les caractéristiques d'une conversation difficile. Eric, est-ce que tu veux faire un commentaire sur ces trois éléments rapidement? Oui, je dirais que, en fait, de mes recherches sur ce sujet-là, il y a une définition toute simple des conversations difficiles, c'est dès que j'ai peur. Dès que j'ai peur d'avoir une conversation, en fait, elle est difficile. Donc, qu'est-ce qui fait peur dans les conversations difficiles? Ça, c'est une première définition. Et puis après, les Américains, notamment Harvard, a fait pas mal de recherches pour arriver à cette définition, qui est donc un désaccord sur un problème où il y a un enjeu important avec des émotions. Mais là, dans le schéma, en fait, il manque un aspect, c'est le lien. Parce Ouais. que si on définit le lien, le conflit comme une rupture du lien, un lien qui se casse, on se parle mais on ne s'entend plus, eh bien les conversations difficiles, c'est ça que je trouve assez fascinant dans cet espace que représentent les conversations difficiles dans la communication, on peut encore se parler. En fait, quand on aborde une conversation difficile, on sait que le conflit n'est pas loin, mais on n'y est pas. On a encore une chance de s'en sortir. Le lien est tendu, il est même peut-être un peu abîmé, mais il n'est pas cassé. Donc, désaccord, enjeu, émotion, mais il y a aussi le lien. Si on n'y a pas le lien, on est dans le conflit, on est dans un autre domaine, on est dans la gestion de conflit. Et moi, ce que je constate, c'est que quelquefois, il y a des liens qui perdurent d'un point de vue institutionnel dans les entreprises parce qu'on est membre d'un CODIR, parce qu'on est ensemble et on est tenu en fait à rester dans le lien. Et donc, c'est un lien qui n'est pas forcément de l'ordre de l'affectif, mais qui est aussi de l'ordre de l'institutionnel. Et qu'il y a un moment donné aussi, au niveau d'un CODIR, on est responsable de faire en sorte qu'il y ait une discussion qui continue, qui perdure pour le bien de l'entreprise. Et tout l'enjeu, en fait, c'est d'y parvenir. Voilà. Alors, vous voyez, si on ne sait pas mener cette conversation difficile que vient de décrire Eric là dans ces éléments, eh ben, clairement, il y a une perte de sérénité psychologique. On est inquiet. Enfin, c'est exactement la peur que tu as dite. Et c'est incroyable comment la peur peut être aussi au niveau d'un patron.
voyez, oh, j'ai peur de dire ça à mes équipes, je suis pas serein, comment ils vont le prendre, ça va être compliqué. Enfin voilà, il y a un patron que j'ai accompagné il n'y a pas longtemps, il en perdait le sommeil, quoi. Enfin même tellement il n'osait pas dire des choses à des membres de son codir. Et puis alors pour un collaborateur, pour un manager de proximité, un consultant, c'est compliqué en fait ça. Vraiment, on n'est pas serein. Il y a une perte de confiance et de coopération. C'est ce que disait Eric au tout démarrage, là, quand il s'est présenté. Bien évidemment, il y a du pourrissement de l'ambiance. Alors, il y a une expression, enfin une petite histoire que tu dis, Eric, et que j'ai encore entendu de ta bouche hier, moi, qui me fait vraiment rire. C'est, vous savez, la conversation de machine à café. C'est quelqu'un qui se plaint à la machine à café d'un tel. Bah, est-ce que tu lui en as parlé? C'est-à-dire que c'est bien gentil de se plaindre, mais est-ce que tu as eu avec la personne concernée, la discussion que tu es en train de faire sur son dos en ce moment à la machine à café. Et puis, il y a aussi une perte d'efficacité, d'efficience et de rentabilité pour les entreprises. On a découvert une enquête d'OpinionWay de 2022. Je vous donne les quelques chiffres là, qui s'affichent. Ça représente un peu plus de 3 heures hebdomadaires pour un collaborateur à gérer des conséquences des discussions qu'on n'a pas eues et qui mettent du flou. Ils ont même dit 100 000 euros par mois de marge pour une entreprise de 500 salariés. En fait, ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie et beaucoup d'insécurité au travail. Vous voyez? Donc on a l'impression, c'est pas grave, ça va se faire, on met sur le tapis, on verra bien après, etc. En fait, c'est très, très dommageable pour la vie des entreprises. Alors, que faire pour réussir une conversation difficile? Il y a deux clés fondamentales que je vais vous présenter très rapidement et Eric, je te laisserai la main pour les commenter davantage. Tu dis souvent que c'est la pépite, que c'est l'idée phare, que là, tu donnes tout, hein. Passer de la volonté de convaincre à la volonté de comprendre, hein, vous voyez. Et puis, la deuxième chose, c'est comprendre non pas les positions, mais les motivations. L'enjeu, c'est vraiment de changer de position, de comprendre la position de l'autre par ses motivations. Est-ce que tu veux bien nous commenter ces deux éléments, cher Eric? Oui, oui, je crois que là, il y a le cœur de la théorie. C'est qu'en fait, dans les conversations difficiles, si on fait la liste des objectifs en général, quand il y a une conversation difficile, on essaye soit de l'éviter, soit on essaie de convaincre l'autre, d'argumenter, de conseiller, de dire qu'on a raison, de dire que l'autre a tort, de convaincre l'autre que ce qu'il a fait, c'est mal, de dire qu'il est coupable, qu'il ne faut pas qu'il recommence, que c'est inadmissible. Ou alors, ça peut être des objectifs comme, ben non, mais j'y vais, mais je vais me justifier, c'est pas de ma faute. Je vais essayer de ne pas me perdre la face. Voilà, tout ça, c'est les objectifs assez classiques. Bah, mon expérience, c'est qu'une conversation difficile, elle est réussie quand elle devient une conversation didactique, c'est-à-dire où on apprend l'un de l'autre. Et pour ce faire, il faut remplacer tous ces verbes, tous ceux que je viens de dire, par comprendre. Comprendre au lieu de convaincre. Et comprendre quoi? Bah, comprendre les positions et non pas les motivations. Alors ça, c'est un petit peu abstrait, mais ça veut dire quoi? En général, toutes les conversations difficiles, il y a un enjeu, et l'enjeu, c'est une position, c'est-à-dire la position, c'est ce que je veux. Un bonus, racheter une entreprise, un titre, je veux la garde des enfants si la conversation difficile tourne autour du divorce. Ah oui, merci Norbert. Et voilà, les positions, on y est. Et on voit que les positions, on est loin de l'un de l'autre. Sur les positions, on se fait la guerre. Tous les conflits que je gère depuis maintenant 5 ans démarrent avec des positions opposées. Ce que je veux, c'est ça. Et moi, ce que je veux, c'est ça. Et on n'arrive pas à s'entendre, on se fait la guerre. J'ai remarqué que quand on arrivait à comprendre non pas ce qu'on voulait, mais pourquoi on le voulait, on passe du quoi au pourquoi, de la position à la motivation, alors là, on peut trouver des solutions. Et je prends un exemple du bonus en fin d'année, hein. Norbert, on a travaillé le cas hier. Ça, c'est quelque chose qui revient dans toutes les entreprises. Si j'ai pas 10% de bonus, je quitte l'entreprise. Eh bien, le bonus, le quoi, c'est le bonus. Donc, c'est la position. Je veux de l'argent. Je veux. Quand on creuse un peu et qu'on passe, on essaye de comprendre, on peut s'apercevoir qu'au lieu du bonus, bah, pourquoi il veut ce bonus? Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? C'est ça la question clé. Qu'est-ce que ça va changer pour toi d'avoir 10% de bonus au lieu de 8%? Et on peut s'apercevoir que, eh bien, c'est qu'en fait, la personne s'embête et que la seule raison qu'il a de se lever le matin, c'est d'avoir plus d'argent parce qu'en fait, il n'est pas excité par son job. Auquel cas, la réponse, c'est pas un bonus, c'est pas de l'argent, c'est peut-être une nouvelle mission. Ça peut être un sentiment d'injustice. Dire, voilà, il y a Jean-Michel qui a eu 12% et moi, j'ai que 10. Ça peut être un sentiment
d'équité, c'est-à-dire tout le monde était augmenté, pas moi. Ça peut être un sentiment de dévalorisation, un besoin de reconnaissance. J'ai l'impression qu'on travaille à la... Bref, les exemples sont multiples, mais l'idée, c'est en passant du quoi au pourquoi, en comprenant non pas ce que tu veux, mais pourquoi tu le veux. Et moi aussi, eh ben, on arrive à dégager des intérêts communs. Et c'est là que c'est formidable quand la conversation difficile se passe bien, c'est qu'on passe vraiment d'un monde binaire où on se fait la guerre. L'enjeu, le désaccord, il est saillant. On s'en sort pas. On voit même pas de solution. On voit pas l'issue. Et tout d'un coup, avec le travail, avec la méthode, avec l'idée de comprendre ce changement de paradigme, tout à coup, on arrive à comprendre les besoins mutuels, les raisons profondes qui font qu'on veut ça, et on augmente les chances de s'entendre. Je dis bien ça parce que malheureusement, c'est quand même pas le monde des bisounours et toutes les conversations difficiles ne résultent pas dans un accord. Parfois, on se comprend très bien, on comprend ce qu'on veut et pourquoi on le veut, et pourtant, on n'est toujours pas d'accord. Et parfois, malgré tout, il faut se séparer. Mais quand bien même il faut se séparer, les conversations difficiles aident à bien se séparer, à couper le lien proprement et non pas à déchirer le lien, que ce soit des associés, un employé, un fournisseur, un client. Voilà. Donc, les deux idées phares de la théorie, c'est ça en réalité. Moi, je vais vous donner un exemple qui illustre ça. Alors là, c'est un exemple dans une ETI qu'on a accompagnée. C'est une entreprise qui est passée assez rapidement en fait de 300-400 salariés à quasiment 800. Et donc, bah, quand on était à 200, 300, 400, le recrutement, c'était un peu le terrain qu'il faisait, vous voyez, d'une manière un petit peu... enfin, ça se passait bien, mais aussi beaucoup par le coup de téléphone, le réseau, etc. Et puis, il y a la direction des ressources humaines qui, bah, devant l'augmentation du nombre du salarié, a mis en place un process en fait, de recrutement beaucoup plus normé, beaucoup plus clair, beaucoup plus précis pour pouvoir recruter voilà, bien. Mais alors, ce qui était étonnant, c'est que quand on parlait avec le terrain, ils disaient, mais c'est n'importe quoi, c'est lourd, c'est un process, il y a les DRH, la direction des ressources humaines qui nous met des bâtons dans les roues, c'est incroyable, ça prend un temps fou, on ne trouve pas de gens, etc., etc. Et puis, il y a la direction des ressources humaines qui disait, mais c'est n'importe quoi le terrain, ils ne savent pas recruter, ça nous a mis en difficulté, etc. Et à chaque fois, en fait, en posant la question au terrain et à la direction des ressources humaines, mais en fait, à votre avis, quelles sont les motivations donc, pour le terrain? On demandait au terrain, quelle est la motivation de la direction des ressources humaines à mettre un process un peu plus solide? Et là, il y avait ainsi un blanc. Et puis, on posait la même question à la direction des ressources humaines. Pareil, le blanc. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des positions tranchées assez violentes, mais quand ils ont travaillé sur leur motivation, vraiment ce qui les animait, ben, ils se sont rendus compte que l'intérêt commun qu'ils avaient, c'était de la réactivité, de la sûreté dans le recrutement pour trouver le bon profil à la bonne place. Et en fait, ce que disait la direction des ressources humaines, nous, quand on recrute, on a un bassin d'emploi qui est beaucoup plus important que vous dans votre petit secteur. Et donc, on a davantage de candidats pour vous trouver la meilleure personne. Et là, tout d'un coup, le terrain dit, ah oui, c'est ça ce que vous pouvez nous apporter. Et puis, en même temps, la direction des ressources humaines a compris qu'il y avait besoin de réactivité et ils ont décidé d'aller beaucoup plus souvent sur le terrain pour regarder comment les aider davantage. Vous voyez? Et en fait, maintenant, ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce qu'ils se sont retrouvés parce qu'ils avaient un intérêt commun, c'est d'avoir la bonne personne à la bonne place d'une manière rapide sur le poste. Vous voyez? Et on est sorti du conflit latent de cette manière-là. Dans cette entreprise, il y avait beaucoup de loups comme ça qu'on a levés progressivement parce que on a appelé les gens à se parler réellement sur ce qui les motivait au lieu de faire une guerre d'opposition. Donc, un point vraiment fondamental. Ça a l'air d'être simple comme ça. Ça a l'air d'être simple. Mais c'est incroyablement compliqué. C'est incroyablement compliqué, en fait. C'est à mettre en œuvre pour s'entraîner, etc. C'est d'une grande complexité. C'est un travail sur soi, une acceptation de l'autre qui n'est pas simple à faire. Et en fait, la raison pour laquelle c'est pas simple, c'est que, en général, dans une conversation difficile, il y a quatre discussions qui s'entremêlent, quatre niveaux qui s'entremêlent, et on a un mal fou, en fait, à mettre un doigt sur chacune de ces discussions. Et d'ailleurs, enfin, je vais faire quelques commentaires après là-dessus. D'abord, il y a des éléments sur les circonstances. On n'est pas d'accord sur les circonstances. On n'est pas d'accord sur la vérité, sur l'intention, sur la culpabilité. On n'est pas d'accord quand on raconte l'histoire, sur les faits.
On n'est pas d'accord sur l'intention que l'autre a eue. Il a voulu me planter dans le recrutement de mon équipe, mais pas du tout. En fait, c'était pas du tout ça, vous voyez. Et tu es coupable de ne pas m'avoir trouvé la bonne personne à mon poste, vous voyez. Et donc là, ça s'entrelace et on n'est pas d'accord déjà là-dessus. Il y a une autre dimension, il y a beaucoup d'émotions dans l'histoire, parce que il y a beaucoup dans le travail, ça dit quelque chose d'assez fort de notre vie, le travail, vous voyez. Nous sommes des êtres de chair, de sang, d'émotions, et on est bouleversé par des choses, on est bousculé par des choses. Nous ne sommes pas des animaux à sang-froid, vous voyez. Et donc, souvent, l'émotion prend le dessus aussi dans une discussion difficile. La discussion, il y a des éléments de discussion identitaire parce qu'on s'identifie beaucoup à notre travail. Ça dit quelque chose de moi. Vous voyez, quand par exemple, je reprends l'idée du recrutement. Moi, si je suis patron d'un site et je viens dire à la direction des ressources humaines une conversation vraiment compliquée, je rentre en conflit, tu m'as pas trouvé la bonne personne à mon poste. Ça dit quoi de mon identité de patron de site? Ça me remet en cause, moi. Vous voyez, je peux être vu comme étant incompétent, de ne pas avoir su accompagner mes équipes, d'être responsable du turnover, de je ne sais pas quoi, vous voyez. Donc en fait, ça, je suis atteint dans ma propre identité et j'atteins l'autre également dans qui il est, vous voyez. Et puis, évidemment, il y a une dimension relationnelle, il y a du lien. Et moi, ce que je remarque dans les discussions difficiles, c'est qu'en fait, on passe sans arrêt de l'un à l'autre. Vous voyez, on essaie de faire le tour des circonstances, de ce qui s'est passé, et pof, plutôt pour ne pas se laisser enfermer, on va dire oui, mais tu sais qui je suis. Alors on raconte de l'identité, et puis oui, mais il y a de la relation. Enfin, vous voyez, c'est comme si ça nous échappait sans arrêt d'un sujet à l'autre, et on n'arrive pas à clarifier les éléments réellement. Vous voyez. Toi, Eric, tu le constates souvent dans tes médiations ou dans tes formations, dans tes accompagnements, ces quatre niveaux, ces quatre éléments de discussion difficile. Oui, et en fait, là, il y a une théorie qui vient de Harvard encore, hein. Ils ont été assez forts sur ces recherches. En fait, c'est les 5 freins qui font que c'est difficile de comprendre l'autre quand il y a un désaccord sur un enjeu avec des émotions. C'est que on pense qu'il ment. On pense qu'il ment. On pense que moi j'ai raison et que l'autre ment. On pense que il l'a fait exprès. Là, les études montrent que le cerveau va humain. Alors oui, Norbert, t'as mis les solutions derrière, ouais. La première idée, c'est passer de j'ai raison à j'ai mes raisons. Parce que si j'ai mes raisons, alors l'autre n'a plus tort. L'autre a ses raisons aussi. Alors je sais que cette phrase, elle peut faire un peu bisounours dans un contexte parfois dur, hein, dans des pactes d'associés, des fusions-acquisitions, des rachats, ou même dans des associations où il y a des conflits graves. Souvent on me dit, mais Eric, j'ai raison, j'ai vraiment raison. Souvent, ça c'est la phrase qui revient souvent. Oui, d'accord, j'ai compris ton idée, Eric, mais qu'est-ce que je fais quand j'ai vraiment raison? Parce que là, j'ai vraiment raison. Bon, moi je pense que le passage d'avoir raison à avoir mes raisons, ben, il encourage à comprendre en fait. Le deuxième frein, c'est de penser que l'autre a voulu me faire du mal. Ça, c'est le cerveau va très très vite entre on m'a fait du mal, on a voulu me faire du mal. Et si on a voulu me faire du mal, ça veut dire l'autre est une mauvaise personne. Et si l'autre est une mauvaise personne, alors je peux le détruire. Typiquement, pacte d'associés, j'ai mis une clause de mésentente et je vais l'activer. Ça va me faire du mal. Eh ben, on suppute que tu es un associé déloyal, que tu as planifié tout ça et que donc tu es une mauvaise personne. Et là, l'idée, c'est séparer l'intention de l'impact. Et ça, c'est fondamental. C'est de reconnaître l'impact, hein, de dire voilà, je t'ai coupé la parole. C'est vrai, je t'ai coupé la parole en réunion et j'en suis désolé. Mais à aucun moment, j'avais l'intention de te mettre de côté. C'est juste que je me suis laissé emporter, j'ai pas vu le temps passer. Séparer l'intention de l'impact, ça, c'est une idée extrêmement saine et c'est quelque chose qui n'est pas si simple. Le Ensuite, il y a un troisième troisième frein. frein, ouais, vas-y, ouais, je te laisse, Norbert, si tu veux. C'est l'autre qui est coupable, en fait. On recherche un coupable plutôt que de rechercher une solution. Enfin, tout le monde le constate souvent dans l'entreprise. Quand il y a un problème, on trouve le coupable et on ne trouve pas en fait la solution à la problématique. On essaie de rendre l'autre moralement vraiment responsable de ce qui est en train de se jouer. Et ça arrive très très souvent dans les relations de travail. Et c'est vrai que l'idée, c'est de passer de la culpabilité à la co-responsabilité, c'est de voir comment
ensemble, nous pouvons être co-responsables de la solution que nous devons construire. Vous voyez? Et en se donnant un but commun, nous avons tous intérêt à dépasser la problématique plutôt que de s'envoyer des injures et des reproches très denses, en fait. En plus de ça, les accusations de culpabilité laissent une trace vraiment très, très, très compliquée dans une entreprise dans la durée. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Voilà. Et puis, il y a encore quelques autres freins. Voilà, c'est le c'est plus fort que moi. Il y a vraiment la dimension émotionnelle. J'ai pas réussi à me maîtriser. J'ai pas réussi non, voilà, j'ai pas réussi. Donc, je me suis énervé ou j'ai pris la fuite ou j'ai fait le dos rond, etc. Mais j'ai pas réussi, en fait. Franchement, j'ai pas réussi. Et là, l'enjeu, c'est plutôt que de combattre ces émotions, c'est de les comprendre, c'est de savoir pourquoi nous les ressentons et comment nous pouvons les gérer aussi, comment nous pouvons les accueillir, non pas faire comme si elles n'existaient pas, mais les accueillir pour en faire aussi une force. Vous voyez, il y a un penseur du IIIe siècle qui a eu une phrase absolument magnifique qui dit la source de ma plus grande force est également la source de ma plus grande faiblesse. Mais on peut inverser les choses. Parfois, la source de ma plus grande faiblesse, mon émotion qui prend le dessus, si j'arrive vraiment à mettre des mots, ça peut devenir une force incroyable pour sortir par le haut en fait, de la conversation difficile. Puis le cinquième frein, je te laisse terminer, Eric. Bah, c'est une question de principe, c'est-à-dire que souvent je vois dans les discussions les gens qui disent non mais c'est très bien tout ça, mais je vais pas y arriver. C'est une question de principe. Je ne peux pas laisser faire ça. Je suis persuadé qu'il m'a manqué de respect. Je pense qu'il est en train de chercher un job ailleurs. Je pense qu'il veut me virer. Je pense qu'il veut prendre mon job. Je ne peux pas me laisser faire. C'est-à-dire, ça dit quelque chose de moi. En fait, cette conversation difficile, elle dit quelque chose de moi qui est insupportable à mes yeux. Et donc là, l'idée, bah, c'est de bien ancrer son identité. Et puis, il y a un philosophe qui disait entre avoir raison et être heureux, parfois il faut choisir. Bah, c'est un petit peu l'idée. C'est-à-dire que les principes, c'est important, mais c'est peut-être un vase communicant aussi parfois avec le bonheur. Et que là, il y a un arbitrage qui est extrêmement personnel à faire. En tout cas, poser cette question, ça aide à nuancer. Et ça aide, et la nuance est l'inverse de la violence pour moi. Et donc la nuance aide à comprendre au lieu de vouloir comprendre, de convaincre ou combattre. Parce que si tu dis que c'est une question de principe et que je ne le supporte pas, tu vas à la guerre, tu vas te battre. Tu vas te battre parce que tu es légitime, tu vas te battre pour tes valeurs. Et tout d'un coup, si tu dis, mais finalement, est-ce que vraiment ça me remet en question? Eh ben, tu es plus à même de comprendre. Voilà, et puis le dernier, c'est c'est sixième frein, c'est bah, il veut plus de moi en fait. Il veut m'éjecter de la relation, de l'équipe. Voilà, c'est la dimension vraiment d'appartenance et de relationnel. Et là, bah, il y a un moment donné, c'est essentiel d'ajuster la relation, d'être au clair par rapport à la relation. Nous allons bientôt terminer. C'est juste pour vous dire que tout ça, ça a l'air d'être simple, ça a l'air d'être évident. En fait, c'est compliqué quand on est soi-même en situation, quand on anime des formations. Et Eric, depuis 5 ans, tu sais très bien, enfin, tu pourrais en raconter des histoires, mais en fait, le naturel revient au galop. Vous savez, c'est un peu comment dire, apprendre à faire du ski. La théorie, c'est bien, on sait très bien comment tourner théoriquement, mais tant qu'on ne s'est pas exercé, tant qu'on n'a pas appris, tant qu'il n'y a pas un professeur qui nous a dit, quand on ne nous a pas donné un conseil, tu devrais te pencher un peu plus comme ça, en fait, c'est extrêmement compliqué de tourner à ski. Vous voyez? Et c'est comme pour les conversations difficiles, la théorie, ça va, mais c'est par la pratique et encore que on arrive à progresser. Alors, c'est pour ça que pour ceux qui veulent aller plus loin à la suite de ce webinaire, nous avons quelques propositions à vous faire, hein. Alors d'abord, je vous ai remis cette citation magnifique de Joseph Joubert, qui est un essayiste du XVIIIe siècle. Le but de la discussion, ce n'est pas la victoire, mais c'est le progrès. Et c'est vrai que souvent, dans les entreprises, on cherche à gagner, on cherche à gagner, on cherche à avoir raison sur l'autre, alors qu'en fait, l'enjeu, ce n'est pas de gagner, mais l'enjeu, c'est de réellement progresser. Alors, si vous voulez continuer en savoir un petit peu plus sur tout ça, il est tout à fait possible d'organiser une conférence de 60 minutes pour les salariés de votre entreprise ou un webinaire interne ou une journée de formation. Alors nous, vous allez recevoir ça par mail. On va organiser le 8 février et le 15 mars une journée de formation ici dans nos locaux à Nantes, 9 boulevard Guisteau. Ça va être à 9h, 17h30, justement pour s'entraîner, travailler, s'exercer. Ça va être pour des groupes restreints.
pour avancer. C'est tout à fait possible d'organiser une formation en intra. Un jour, c'est très bien. Deux, si vous avez le temps. C'est possible de faire un coaching. L'enjeu, vous voyez, c'est de se dire comment on fait pour avancer, comment on fait pour mettre en place une culture qui va garantir la sécurité psychosociale dans le travail et assurer la performance de l'entreprise. Voilà. Pour tout l'aspect financier, vous pourrez nous contacter. Un dernier mot avant d'ouvrir aux discussions, c'est que nous avons décidé chez Vivendo de faire à peu près toutes les 6 semaines un webinaire de 30 minutes de cette nature. Le prochain a lieu le 25 janvier. Ça sera sur le renversement de la stratégie grâce à une citation absolument magnifique d'Aristote, mais que je ne vous dis pas maintenant pour ne pas spoiler. Dans le mail que vous aurez ce soir, où vous aurez le lien vers le replay, il y aura également un lien pour vous inscrire à ce webinaire qui aura lieu le 25 janvier, pareil, de 18h à 18h30, pour avancer sur cette question de la stratégie. Voilà, il est 18h33. Nous avions commencé à 18h02, donc on a tenu en 31 minutes. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir participé. Et pour ceux qui veulent rester, pour échanger, discuter, poser les questions, Eric, Eva et moi, nous restons à votre disposition pour parler, répondre à vos questions. Voilà. Et ce temps de questions-réponses, nous le laisserons dans le replay. Donc pour ceux qui se déconnectent, vous aurez également ce temps de questions-réponses lors du replay. Voilà. Donc merci à tous. Alors, poser une question? Alors, pour poser la question, je vous invite à rallumer votre micro et puis à poser la question par oral si vous voulez échanger autour de ce sujet. Alors, il y a quelques questions. Je me permets de prendre la Vas-y. parole. Il y avait une remarque, alors déjà une remarque de Florence hein, qui évoquait les bienfaits de la CNV pour exprimer ses besoins. Voilà, donc ça, effectivement, ça fait partie des éléments qui sont dans la méthode, hein, je crois, Eric. Absolument. Absolument, les trois piliers de la méthode, mais là, sont des sujets, je dis un peu tarte à la crème au sens très Ouais. connu déjà et parfois un peu galvaudé, mais qui, d'après moi, n'en demeurent pas moins les outils principaux qui sont l'écoute active pour écouter, la communication non violente pour s'exprimer et l'intelligence émotionnelle pour surveiller le tout. L'image que je prends, c'est vraiment une voiture avec le frein à l'accélérateur, écouter et s'exprimer, et l'intelligence émotionnelle, ce serait le tableau de bord avec des voyants lumineux qui s'allument au cas où il y a un besoin qui est menacé. Voilà, donc c'est les trois outils principaux. Et je vois Anne-Claire qui dit la méthode OSBD. Pour moi, le livre de Marshall Rosenberg, les mots sont des fenêtres ou des murs. Je continue à penser que c'est la base de tous les 50 dernières années sur tout ce qui est négociation, médiation, gestion de conflits, conversation difficile. Donc, un grand oui à tous ceux qui ont parlé de communication non violente, mais c'est un sujet qui est très compliqué, je trouve. Et alors, Une en autre complément, question, pardon, attends, pardon, vas-y. en complément et très rapide, lors de cette formation que nous faisons, bien évidemment, nous mettons en pratique ces outils au service de la méthode de Harvard hein, et de la méthode que tu as aussi beaucoup contribué à faire évoluer, Eric, avec ton expérience. Et en fait, on vous propose une méthode pas à pas très intéressante et dans lequel ces outils qui ont l'air d'être, comme tu dis, un peu tarte à la crème, sont mis au service de cette méthode pour sortir en fait des désaccords et pour sortir par le haut. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est une mise en lumière d'éléments que vous connaissez déjà depuis des années en formation, mais focalisé sur comment on gère une conversation difficile pour éviter que le désaccord devienne un conflit. Merci à tous les deux. On a aussi une question de Mathieu qui nous pose la question, est-ce que c'est applicable en contexte familial? N'y a-t-il pas trop d'émotions? Ah, magnifique. Alors là, bien évidemment, justement, c'est là où il y a beaucoup d'émotions, que c'est important de se dire comment on va aller traiter les choses avec son conjoint, avec ses enfants, avec son père, avec sa mère, avec ses sœurs, etc. Comment nous allons pouvoir dire les choses. Parce que le problème, c'est qu'en famille, on a un mal fou à tenir les conversations difficiles dont nous aurions besoin pour nous sentir bien dans notre tribu, en fait. Vous voyez?
Et comme tu dis souvent, Eric, dans tes formations, en fait, les cas qu'on utilise comme exemple sont des cas d'entreprise, mais c'est incroyable comment, quand on parle aux gens, en fait, ils disent, oui, ça fait penser à la discussion que j'ai jamais réussi, où j'ai mis 30 ans à avoir avec mon père. Voilà, moi j'ai eu une conversation difficile avec mon père, une seule, vraiment. Enfin, les autres c'était du conflit, mais une vraie discussion, sauf que c'était 1 ou 2 jours avant sa mort. Voilà. Et c'était trop tard, en fait, c'est arrivé trop tard. Vous voyez. C'est un peu lourd là ce que je viens de dire. Je suis désolé, j'aurais peut-être pas dû dire ça de cette manière-là, mais plus on les fait tôt, ces conversations, mieux on est, plus on est épanoui. Une autre Encore question? une autre, oui, encore une autre question. Quand il n'y a plus d'échange, est-il préférable de solliciter un médiateur pour Ah oui. créer un nouveau lien? Question pour Eric, j'imagine. Ah oui, ça. Ouais, alors moi, j'ai envie de dire oui, j'ai une foi inébranlable dans la communication, hein, au sens littéral du terme, c'est-à-dire mettre en commun. Et quand il n'y a plus d'échange, quand il n'y a plus d'échange, c'est-à-dire si le lien est coupé et qu'on ne peut plus se parler, moi je dirais que oui, il faut prendre un médiateur. Alors pour créer un nouveau lien, je ne sais pas. Ça peut être pour créer un nouveau lien ou pour couper le lien ou pour redémarrer ou se réajuster, hein. Mais en tout cas, un médiateur ou d'une manière générale, un tiers. Ça peut être un coach, ça peut être un médiateur, ça peut être un arbitre, ça peut être un conciliateur, ça peut être un expert. Mais oui, moi je crois que le paradoxe de la médiation, c'est que parfois pour être deux, il faut être trois. Et c'est un petit peu contre-intuitif, mais parfois pour se retrouver à deux, eh bien, il nous faut une tierce personne, neutre, impartiale, qui permet de mieux se comprendre. Et ça, moi, j'en suis convaincu. Donc oui, la réponse, c'est un grand oui, pour moi, Et moi, enfin, je plus sois, cher Eric, et je voudrais dire que, évidemment, tout ça peut avoir un coût, représenter un coût assez important pour une entreprise, une médiation, une formation, un coaching, etc. Mais en fait, quand on regarde le coût que cela représente de ne pas traiter le sujet, c'est énorme, en fait. Vous voyez? Donc, j'allais dire, d'un point de vue métier, que c'est un retour sur un investissement absolument incroyable que de faire appel à un tiers de cette manière-là pour pouvoir sortir par le haut de conflits qui sont terribles, quoi. Qui sont terribles pour hein. l'entreprise, les familles, voilà. Et Eva, est-ce que je peux m'exprimer juste sur le sujet d'avant, la dimension familiale? Parce Bien que je sûr. voulais rebondir sur ce que disait Norbert, et je ne sais pas qui a posé la question, mais je suis convaincu que les conversations difficiles, c'est un sujet qui, en fait, évidemment, on en parle dans l'entreprise, et moi, le livre que j'ai écrit s'adresse à toute personne qui a un projet, hein, entreprise, association, ONG, tout ça. Mais en réalité, c'est essentiellement dans la vie perso qu'on a le plus de conversations difficiles. Et la famille, il y a quelque chose qui est unique dans la famille, c'est le lien. C'est que le lien du sang, est-ce qu'on peut couper ce lien? On peut couper un lien avec son patron. On peut même divorcer. On peut couper. Il y a plein de liens qu'on peut couper. Je ne dis pas que c'est facile, mais on peut les couper. Le lien du sang, il pose, à mon avis, il exacerbe la dimension émotionnelle de la conversation difficile parce qu'il peut générer une forme d'impuissance. En fait, je ne peux pas être avec lui ou elle, mais je ne peux pas être sans lui ou sans elle. Alors comment je fais? Et il y a une deuxième catégorie qui exacerbe la dimension, la dimension je suis dans une impasse. C'est étonnamment, c'est les conflits de voisinage. Parce, parce qu'en fait, vous allez me dire, oui, mais au même titre qu'on peut quitter son manager, on peut déménager. Oui, c'est vrai, mais parfois c'est comme très lourd de déménager. Donc, le voisinage, c'est amusant, hein, exacerbe aussi cette dimension du lien qui est je suis obligé de composer avec l'autre. Voilà. Alors, quand les deux se cumulent, c'est-à-dire votre associé est aussi votre frère, ou votre chef est aussi votre femme, par exemple, ah ben là, on augmente la probabilité que la conversation soit trop difficile, soit très difficile. Et là, en parlant, je viens de penser à un autre cas, c'est si en plus tu as ton voisin dans l'équation. Donc là, c'est le pompon. Ça m'est jamais arrivé. Mais si ton associé est aussi ton frère et ton voisin, là, effectivement, c'est très compliqué. J'ai Alors, vu c'est très passer une drôle, question. Eric. Oui, Oui, il y a une vas-y, question, Eva. pardon, Norbert, une question. Comment connaître un médiateur spécialiste pour traiter le départ d'un actionnaire dans le cadre d'une entreprise familiale? Tu vois, on est en plein dedans. Ah Alors bah, là, on moi, est, j'en on est connais en un. plein dedans. J'en connais Ouais. un. On Si est tu me plein, permets, on est en Eric. plein dedans.
Hmm. Ouais. C'est donc On est Éric. en plein dedans et c'est vraiment le plus dur. Nous, on est spécialisé en France donc dans les conflits d'actionnaires. Et alors évidemment, quand il y a une dimension familiale, c'est plus compliqué. Puis je rajoute une troisième, c'est la dimension du deuil. C'est-à-dire que je trouve les cas les plus compliqués, c'est quand il y a des actionnaires des actionnaires qui sont de la même famille, qui travaillent ensemble et que tout d'un coup, il y a un deuil, par exemple, le père ou la mère qui a fondé l'entreprise qui vient à mourir. Alors là, on rajoute encore une autre dimension. Donc, nous, on fait beaucoup de médiation, d'héritage, de succession. Voilà. Donc, oui, la réponse, c'est que c'est compliqué. Et puis, il y a quelque chose que je voudrais dire, c'est que les conversations difficiles, les médiations, moi, j'y crois. J'en ai fait mon métier, ma vie, ça me passionne. Il y a un taux de réussite qui est intéressant. Le taux de réussite national, c'est de 60%. Nous, dans notre cabinet, on est fiers d'avoir 80% de réussite. Mais d'abord, il reste 20%. Donc, il y a quand même 20%. C'est quand même pas tout le temps, hein. Je crois qu'il faut le dire pour être honnête. Il y a plein de conversations difficiles qui se passent mal. C'est la vie. Ouais. Et puis, deuxièmement, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'une réussite. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une conversation difficile réussie? Moi, je me suis longuement posé la question. Et ben, d'après moi, une conversation difficile réussie, c'est une conversation où on s'est suffisamment compris, suffisamment bien compris mutuellement pour prendre une décision éclairée. Mais la décision éclairée peut être une mauvaise nouvelle, par exemple une séparation. Donc, Hmm. paradoxalement, on pourrait imaginer que parfois une conversation difficile réussie aboutit à une séparation, mais une séparation propre qui permet à chacun de réécrire une page de sa vie. Voilà, ça c'était une. Je t'écoutais Norbert, je me disais, tiens, on n'en avait pas parlé de cette idée-là, mais elle me semble importante. D'autres questions, Eva? Non, 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 nous n'avons pas d'autres questions. Alors là, il y a une dernière question qui vient d'arriver, je viens de l'avoir passée. Combien de temps il Ah faut oui. pour se comprendre et faire comprendre qu'il vaut mieux accepter? Je n'ai pas vu la suite. Le départ d'un actionnaire. Ah oui. Voilà. Alors, Alors, ça, c'est une excellente question, parce que moi, si j'étais médiateur et qu'on me parle cette question, débat, je pose la question pour comprendre justement qu'est-ce qui fait qu'il faut accepter le départ de l'actionnaire. Est-ce que là, on part du principe que l'actionnaire doit partir et que donc l'enjeu, c'est de le faire comprendre à la personne qui doit partir. Là, moi, j'ai le sentiment qu'on part du point de départ, qu'on part de la conclusion. Est-ce que la conversation difficile, c'est pas d'abord de se poser la question, mais pourquoi faut-il qu'il parte? Quels sont les enjeux? Donc, je ne sais pas qui est Boulan, B-O-U-L-A-N, mais cette question, elle est très intéressante. Et là, typiquement, eh ben, il faudrait appliquer la méthode de comprendre au lieu de répondre. Moi, ça, je sais pas quoi répondre. J'ai plutôt envie de comprendre, de poser des questions. Voilà. Typiquement, ça, c'est ce que ça évoque chez moi. et alors, C'est des bonnes questions, ça. ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que la dimension connaissance de soi est fondamentale pour le coup. Alors là, vraiment, apprendre qui on est, apprendre comment nous réagissons, qu'est-ce qu'il y a de différent avec les autres est absolument fondamental. Parce que le problème, en fait, si vous voulez, c'est que dans notre vie, on voit bien qu'on a toujours en tête l'idée que ceux qui ne pensent pas et ne réagissent pas pour nous, comme nous, sont un petit peu bizarres, vous voyez, et qu'ils ont un peu tort. Alors qu'en fait, nous avons des fonctionnements différents, nous avons des tempéraments différents, nous avons des enjeux différents, nous avons des émotions différentes. Et l'acceptation et la connaissance de tout cela est extrêmement importante. Vous voyez, il y a plein d'outils pour ça. Moi, j'adore l'énéagramme dont je suis un fan, j'ai écrit un bouquin dessus, etc. C'est un élément qui est très intéressant pour voir comment notre personnalité aussi génère des conflits et génère des conversations difficiles quand on n'est pas dans l'acceptation de l'autre. Vous voyez, et la compréhension de l'autre ne veut pas dire non plus l'acceptation à 100% de l'autre, vous voyez, enfin, ou de ce qui se dit. Il y a des éléments injustes, il y a des éléments qui sont pas possibles à, vous voyez. Mais par contre, c'est l'acceptation de la compréhension de l'autre, le choix de la compréhension de l'autre qui est absolument fondamental. Je Est-ce qu'il y rebondis a... là-dessus, Ouais. Norbert, sur une idée qui est de dire que effectivement, Norbert, je crois que les outils dont tu disposes, notamment l'énéagramme, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec toi, sont d'une grande finesse. Et le travail que Norbert fait, puisque je fais partie de ceux qu'il a coaché, je trouve que ce travail permet effectivement à aborder les conversations difficiles avec beaucoup plus
de complexité, de comprendre soi-même sa propre complexité. Et là-dedans, moi, je pense que l'élément que j'utilise le plus, parce que je suis pas coach, moi, je suis médiateur, c'est les croyances. C'est de comprendre qu'en fait, on a des croyances différentes et que là, il y a souvent une source de conflit. J'en donne quelques-unes. Qu'est-ce que c'est qu'un bon manager? Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Qu'est-ce que c'est que l'associé idéal? Qu'est-ce que c'est qu'un bon fournisseur? Mais là, il y a pas de bonne et mauvaise réponse. Si je vous posais la question là, qu'est-ce que c'est qu'un meilleur ami pour vous? Je suis sûr que j'aurais plein de réponses. C'est quelqu'un qui n'oublie pas mon anniversaire, c'est quelqu'un que je peux appeler la nuit, c'est quelqu'un, on se voit pas pendant 2 ans et quand on se revoit, c'était comme avant, c'est quelqu'un à qui je peux tout dire. Mais toutes ces décisions sont bonnes, toutes ces définitions sont bonnes. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai pas la même définition que l'autre? Si Norbert, pour lui, c'est ne pas oublier sa date de naissance, sa date d'anniversaire, et que pour moi, c'est qu'il m'appelle en pleine nuit et que j'oublie sa date d'anniversaire, je risque de le blesser. Et C'est-à-dire là, que il y a tu une l'as source de oublié. conversation difficile. Voilà, donc je voulais rebondir sur ce que tu disais. Ce que je ferai, c'est que la prochaine fois, je t'appellerai en pleine nuit le soir de mon anniversaire pour te reprocher de ne pas me l'avoir souhaité. Et là, on aura une conversation difficile. Là, je pense, oui. Voilà. Une dernière question, ou alors, parce que là, il est 48. Une dernière question? Je crois que c'est tout pour le moment. En tout cas, je vous remercie beaucoup là, pour les 26 personnes qui sont restées. Donc, vous allez recevoir ce soir un mail avec le lien vers le replay. Et puis également, alors ce que je n'ai pas dit à l'ensemble, mais vous le verrez dans le corps du mail, si vous avez envie, si vous souhaitez poursuivre à la suite de ce webinaire, avoir un temps d'échange, vous aurez un lien pour pour prendre rendez-vous avec moi dans la foulée. Vous voyez, on calera une demi-heure. Voilà, vous cliquez sur le lien et vous regardez dans mon agenda ce qui est compatible avec le vôtre pour, voilà, si vous avez besoin de faire un petit retour sur ce webinaire ou explorer tel ou tel besoin que vous pourriez avoir là où vous travaillez ou là où vous êtes. En tout cas, merci beaucoup. Merci Eric. Merci. Merci beaucoup Eva. Merci à vous deux. Et puis, bah, à très bientôt pour le prochain webinaire le 25 janvier sur Aristote avait raison. Là, il faut renverser la stratégie. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.